Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler du taoïsme. Le taoïsme est un système philosophique et religieux qui est l'un des trois courants de pensée majeurs chinois avec le confucianisme et le bouddhisme. L'un des ouvrages fondateurs du taoïsme est le Tao Te Ching, dont on attribue traditionnellement l'écriture à Lao Tse, qui aurait vécu aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Cependant, la théorie la plus probable est que le Tao Te Ching soit en fait l'œuvre de nombreux auteurs. On pense que son attribution postérieure à un seul homme serait le fruit de raisons culturelles ou politiques. Maintenant, pour comprendre l'enseignement du Tao Te Ching, partons de la signification même du titre de l'œuvre. Tao Te Ching est généralement traduit en français par le livre de la voie et de la vertu. Ainsi, le taoïsme serait donc le fait de suivre une voie, un chemin. Alors, quel est donc ce chemin? Eh bien, pour le comprendre, regardons d'abord du côté des courants opposés. Si l'on y réfléchit une minute, dans de nombreuses traditions, un chemin est indiqué. Dans le christianisme, le chemin consiste à agir conformément à la volonté de Dieu, pour passer du monde terrestre au paradis. Chez Platon, on essaye de passer du monde sensible au monde des idées. On peut dire que le chemin que se fixe l'homme est de marcher d'une terre obscure à une terre plus lumineuse, de fuir un monde imparfait pour tenter d'accéder à un monde idéal. Et encore aujourd'hui, si l'on y pense, c'est la logique que nous suivons. Nous vivons déjà dans des conditions bien meilleures que dans les siècles passés. Pourtant, nous essayons encore et toujours d'améliorer notre monde, de faire en sorte qu'il soit plus agréable, moins douloureux à vivre, plus juste, plus beau. Regardons maintenant du côté de la tradition taoïste. Si je vous demandais de caractériser les couples suivants: lumière et obscurité, bien et mal, plaisir et souffrance, chaud et froid, quel mot vous viendrait à l'esprit? Pour beaucoup, on les qualifierait d'opposés, de contraires. Chez les taoïstes, la vision est tout à fait différente. Les deux parties ne sont pas en opposition l'une avec l'autre, mais forment au contraire une union complémentaire. En fait, chacun des deux éléments prend tour à tour l'ascendant sur l'autre, dans un processus cyclique. Par là, on peut voir la nature comme un ensemble de couples dansant ensemble, donnant lieu à un cosmos parfaitement régulé. Si nous prenons l'exemple des atomes, les charges positives et négatives s'équilibrent pour former un système stable. Dans un écosystème, le prédateur mange la proie à une certaine fréquence, de telle manière que les deux espèces perdurent dans le temps. Si nous prenons notre cerveau, il produit de la mélatonine le soir, pour nous aider à nous endormir, et de la cortisol le matin, pour nous mettre en éveil. Et qu'en est-il de l'homme alors? Eh bien, l'homme doit trouver la manière d'être qui lui permette lui aussi de participer à cette harmonie universelle. Si l'on cherche à s'insérer dans le tout, il faut premièrement abandonner la vision qui consiste à lutter contre des éléments que l'on juge à première vue néfastes. Il faut trouver la juste manière d'agir, qui nous permette d'être en adéquation avec ce qui nous entoure. Si nous prenons le symbole très connu qu'ont développé les taoïstes, que sans doute vous connaissez tous, celui du yin et du yang, on observe que le yin, en noir, correspond à la partie négative, tandis que le yang symbolise la partie positive. Cependant, le terme de négatif n'a pas la connotation péjorative que l'on a dans notre langue occidentale. De la même manière qu'en électronique, on parle de pôles positifs et négatifs pour indiquer le sens du courant électrique, les taoïstes appliquent cette vision à l'ensemble du monde. Chaque pôle joue son rôle, tout simplement. Aucun des deux n'est meilleur que l'autre.
car cela n'aurait d'ailleurs aucun sens dans l'optique que l'on vient de développer. Et c'est donc pour les raisons que l'on vient de citer que le but du Tao n'est pas de contrôler les pôles qui paraissent déplaisants pour les plier à notre volonté, mais plutôt de se placer de telle manière que l'on soit en parfait équilibre avec ceux-ci. Pour donner un exemple, le surfeur ne cherche pas à donner des ordres à la vague pour qu'elle soit comme il le voudrait. Ce serait absurde. Mais il cherche tout simplement à se placer sur la planche de telle manière qu'il soit exactement dans la bonne position qui lui permette de glisser sur celle-ci, sans effort apparent. Et comment réaliser cela? Comment appliquer cet art de vivre du taoïsme dans notre vie en général? En fait, si là tout de suite j'essayais de répondre à cette question, je ne serais déjà plus en adéquation avec le Tao. Pourquoi? Eh bien, pour les taoïstes, quand bien même je le voudrais, je serais en fait incapable d'exprimer correctement la voix du Tao avec des mots. De la même manière que l'on ne peut pas saisir avec une main un flux d'eau coulant d'un fleuve, les mots ne peuvent atteindre ce qu'est le Tao. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mots que nous employons sont une tentative de refléter la réalité. Mais de la même manière que pour l'eau, on ne peut jamais saisir totalement le réel à travers le langage. Les mots sont par ailleurs très utiles pour communiquer entre nous. Où est donc le problème alors? Eh bien, le langage, par son essence même, fragmente le réel, le coupe en parties, et postérieurement, nous restituons une image globale grâce à notre imagination. Le problème est que par ce processus, nous perdons l'aspect dynamique inhérent à la nature. Le Tao voit le réel comme une totalité, une unité. Et le fragmenter, pour le comprendre, c'est perdre l'essence de ce qu'il est vraiment. C'est le dénaturer. Pour donner un exemple concret, quand on écoute une musique, on ne s'arrête pas à chaque note pour la comprendre, mais nous sommes portés naturellement par la mélodie dans son ensemble. Bon, n'y a-t-il pas tout de même un conseil que l'on puisse suivre? En fait, ce que prônent les taoïstes, c'est le non-agir, qui se dit Wu Wei en chinois. Mais n'est-ce pas absurde? Doit-on ne rien faire pour suivre le Tao? Non, pas exactement. L'enseignement ici est évidemment bien plus subtil. Il ne faut pas comprendre le non-agir comme le fait de rester passif, mais plus comme le fait de ne pas forcer les choses. Il faut suivre les dynamiques qui dansent autour de nous, sans chercher à changer leur direction naturelle. Un arbre peut être solide, mais cassé sous la force du vent, alors qu'un autre arbre, en apparence fragile, peut, soumis au même vent, se plier dans le sens des rafales et ainsi rester intact. En fait, il suffit juste qu'il possède la souplesse nécessaire pour s'adapter aux éléments extérieurs. Pensez-y une minute. Quels sont les moments dans votre vie où vous avez réalisé une activité de la manière la plus parfaite possible? Pour ma part, cela s'est réalisé à chaque fois que j'étais comme immergé dans l'action. Je n'avais pas conscience de faire un quelconque effort. Je me laissais juste porter par le flux du mouvement dans lequel je baignais. C'est valable en sport ou lorsque vous étudiez. Pour donner un exemple personnel, j'ai pratiqué le sprint pendant 7 ans. Et mon entraîneur m'a toujours répété de ne pas être crispé pendant ma course. Il faut paradoxalement avoir de la force pour vous propulser, mais tout en restant détendu, pour être le plus fluide possible. Le même principe s'applique en boxe. Si vous êtes tendu, vous perdez en vitesse, vous vous fatiguez plus vite, vos réflexes sont moins vifs, le risque de blessure augmente. Si cette manière d'être vous paraît étrange, dites-vous que votre propre corps, à chaque instant, effectue une multitude d'actions dans le but de maintenir un équilibre.
Le cœur envoie du sang aux organes. Les reins épurent notre sang. Nos poumons inspirent et expirent. Et ils font cela de manière spontanée, naturelle, de la manière la plus juste, la plus parfaite possible. Pour les taoïstes, il faut donc cultiver cette vertu du non-agir. Est-ce que vous entrevoyez le paradoxe? Si vous réfléchissez, tenter de réaliser le non-agir, c'est déjà d'une certaine manière forcer les choses. La voie du Tao est caractérisée par la spontanéité, le naturel. D'une certaine manière, on n'accède pas au Tao simplement en se levant un matin et en voulant suivre cette voie. Sinon, tout le monde le ferait, non? C'est plutôt une sorte d'intuition qui nous frappe à un moment donné, sans que l'on soit en train de chercher à atteindre quoi que ce soit à ce moment précis. Peut-être qu'un jour, assis devant un paysage, ce que vous venez d'écouter ressurgira, et vous le comprendrez d'une autre manière. Et puis là, vous vous mettrez à méditer, pas pour accéder à une quelconque illumination, mais parce que spontanément, vous sentez que c'est le plus naturel à faire en ce moment. Pour finir, je citerai le passage d'un livre d'Alan Watts, Le bouddhisme zen, dont le premier chapitre porte sur la philosophie du Tao. Il est en effet impossible d'apprécier ce que signifie le Tao sans devenir, dans un certain sens, spécial, stupide. Tant que l'intellect s'efforce frénétiquement d'emprisonner le monde dans son réseau d'abstraction et persiste à vouloir étiqueter la vie en catégories rigides, le sens du Tao reste incompréhensible et l'intellect se consume lui-même. Le Tao n'est accessible qu'à l'esprit capable de pratiquer l'art simple du Wu Wei, qui, après le Tao, est le second principe essentiel du taoïsme. Eh bien, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.